Je m'appelle Harrison et j'ai 32 ans. Il y a exactement 6 mois, mon frère cadet, le chouchou de la famille, a délibérément planifié son mariage grandiose et extravagant le même jour de calendrier que le mien, juste pour prouver quelque chose et effacer définitivement mon existence de la hiérarchie familiale. Alors que j'étais assis dans un restaurant haut de gamme du centre-ville, essayant de partager la joie de mon mariage à venir et de passer une belle soirée avec les gens qui m'ont élevé, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux à travers la table éclairée à la bougie et a dit « Harrison, annule ton mariage. Nous avons besoin que tu gères la logistique de celui de Félix à la place. Tu es enfin utile à quelque chose. » Ils m'ont ri au nez en face d'une salle pleine de clients, se moquant ouvertement de ma fiancée et de mes choix de vie tout en commandant de l'alcool de grand cru sur mon compte. Mais il y avait une chose majeure qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient absolument aucune idée de ma vraie profession, de l'audit financier d'entreprise dévastateur que j'étais sur le point de déchaîner sur mon frère, ou du grand secret immobilier que mon incroyable fiancé tenait entre ses mains. Et en ce moment même, alors que je suis assis ici à vous raconter cette histoire, ils font face à un juge, complètement ruinés, dépouillés de leur précieuse position sociale et suppliant pour une clémence qu'ils ne m'ont jamais accordée une seule fois. Avant de vous raconter exactement comment tout s'est déroulé, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice pour les boucs émissaires des familles toxiques. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Maintenant, retournons là où ce cauchemar a réellement commencé et comment j'ai méthodiquement orchestré leur chute absolue. L'air le jour de notre mariage était frais. Le genre d'après-midi d'automne doré et parfait que l'on ne voit habituellement que dans les magazines de mariage coûteux ou les films romantiques. Je me tenais dans le grand hall majestueux du domaine Obsidian. Si vous ne connaissez pas le domaine Obsidian, laissez-moi vous en dresser le tableau, c'est un vaste manoir vieux de plusieurs siècles situé dans le code postal le plus exclusif de notre État. Il comprend des lustres en cristal de la taille de petites voitures, des plafonds voûtés peints de fresques complexes et des sols en marbre italien importé qui reflétaient la lumière du soleil de l'après-midi comme un miroir immaculé. J'ajustais les poignets de mon smoking sur mesure, ressentant un calme doux, constant et serein envahir tout mon corps. Je savais qu'il venait. J'avais anticipé ce moment exact depuis des mois. Je connaissais leur psychologie mieux qu'ils ne la connaissaient eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas résister à l'envie irrépressible de tourner le couteau dans la plaie. Derrière les imposantes grilles en fer forgé, une limousine rallongée de location s'est engagée agressivement dans la longue allée de gravier, le bruit des pneus crissant fortement et perturbant l'atmosphère sereine du domaine. Les lourdes portes se sont ouvertes et mes parents, Richard et Barbara, sont sortis, accompagnés de mon frère, Félix. Ils avaient quitté la réception du matin de Félix plus tôt. Ils étaient habillés de leur tenue de cérémonie coûteuse et excessive, se précipitant à travers toute la ville pour une seule raison, jubiler. Ils voulaient me voir debout dans une salle des fêtes communautaires bon marché et vide, humilié, pleurant et abandonné lors de ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Ils voulaient nourrir leurs énormes égos de ma misère. Au lieu de cela, ils sont entrés dans une forteresse de luxe absolu. Le voiturier en uniforme s'est approché d'eux immédiatement, parlant d'un ton feutré et respectueux qui a instantanément déstabilisé mon père. Lorsqu'ils ont poussé les lourdes portes en chêne sculpté, leurs sourires suffisants et condescendants se sont instantanément fondus en des masques de choc pur et sans mélange. Des serveurs en gants d'un blanc immaculé circulaient en silence parmi les invités élégamment vêtus, portant de lourds plateaux en argent remplis de caviar et de champagne millésimé. Un quatuor à cordes professionnel jouait doucement dans un coin de la grande salle de bal, la musique flottant élégamment à travers le vaste espace. La mâchoire de ma mère a pratiquement frappé le sol en marbre, ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes. Elle a regardé frénétiquement autour d'elle, son regard passant des imposantes compositions florales exotiques qui coûtaient facilement plus cher que sa voiture à mon apparence impeccable. Félix avait l'air d'avoir avalé un citron entier. Sa posture arrogante s'est complètement dégonflée. Il a ouvert la bouche pour parler, probablement pour me lancer une insulte familière, mais aucun mot n'est sorti. Il était complètement, totalement sans voix. Son cerveau ne pouvait pas traiter la richesse et le pouvoir étalés devant lui. Il pensait m'avoir enterré sous des années de négligence et d'abus financiers. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient simplement planté une graine dans un sol très fertile et que j'avais grandi pour devenir un arbre imposant qu'ils ne pouvaient plus abattre. Pour vraiment comprendre la satisfaction viscérale et profonde de ce moment précis, nous devons remonter le temps 6 mois plus tôt. Nous devons revenir au dîner qui a fait déborder le vase. Le moment exact où j'ai cessé d'être leur victime pour devenir leur juge.
J'avais invité mes parents et Félix à dîner dans un très bon restaurant de grillades réputé du centre-ville pour annoncer officiellement que Clara et moi avions enfin fixé la date de notre mariage. Je payais l'addition, bien sûr. Je payais toujours l'addition. C'était la règle implicite de notre dynamique familiale. Le serveur avait à peine débarrassé nos assiettes d'entrée coûteuses que j'ai fouillé dans la poche de ma veste, sorti le carton d'invitation personnalisé et le pose doucement sur la nappe d'un blanc immaculé. Ma mère y a à peine jeté un coup d'œil. Elle a pris une gorgée lente et délibérée de son gin tonic, a posé le verre en cristal et a lâché la phrase qui allait briser notre illusion familiale pour toujours. Elle m'a dit de l'annuler. Elle a parlé avec le ton détaché que quelqu'un pourrait utiliser pour vous demander de passer le sel ou de vérifier la météo. Elle m'a dit que je devais assumer et être le coordinateur logistique du mariage de Félix parce que son événement comptait réellement pour le patrimoine de la famille. Mon père a coupé vicieusement son steak saignant, le couteau raclant bruyamment contre l'assiette en céramique, sans même prendre la peine de lever les yeux vers moi. Il a hoché la tête en total accord avec elle, déclarant que Félix se mariait dans une famille importante, que ce mariage était un événement de réseautage crucial pour sa promotion entreprise imminente au sein du groupe Harrington, et que ma petite cérémonie était une distraction pitoyable. Il a réellement utilisé le mot pitoyable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la lourde table en bois. Je n'ai pas fait de scène, ni pleuré, ni supplié pour obtenir leur approbation. Une clarté glaciale et profonde s'est emparée de mon esprit, faisant complètement taire tout le bruit de fond du restaurant animé. J'ai regardé les 3 personnes assises là. J'ai vu Félix ricaner, ajuster ses boutons de manchette brillants, me regardant comme si j'étais le domestique venant prendre ses ordres. Je me suis lentement levé de ma chaise en cuir. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris 4 billets de $100 neufs et je les ai posés doucement sur l'assiette à pain de mon père pour couvrir le repas extravagant que je n'allais pas finir. J'ai pris la main de Clara et nous sommes sortis de ce restaurant sans dire un seul mot. Ils ont pris mon silence pour un signe de défaite absolue. Ils pensaient que je boudais, que je rentrais chez moi pour panser mes plaies et finir par me soumettre à leurs exigences comme un bon chien obéissant. Ils n'avaient aucune idée que mon silence était simplement le son d'un juge frappant d'un lourd marteau en bois dans mon esprit. Le procès était terminé. Le verdict était la culpabilité. Et l'exécution était méticuleusement préparée. Je pensais que le pire de leur comportement était passé. Je me trompais si lourdement. M'éloigner de cette table et sortir dans l'air frais de la nuit a fait remonter une vague immense de souvenirs douloureux que j'avais passé des années à essayer de refouler. Vous voyez, la dynamique toxique de ma famille a été établie il y a très, très longtemps. J'étais le cheval de trait fiable. Félix était le poney de concours précieux. Quand j'avais 16 ans, j'ai obtenu mon premier vrai travail en lavant la vaisselle et en débarrassant les tables dans un restaurant local poisseux et délabré à la sortie de la ville. Je faisais des quarts de travail exténuants jusqu'à minuit les soirs d'école. Je rentrais chez moi épuisé, les mains gercées et saignantes à cause du produit vaisselle agressif, sentant fortement l'huile de friture rance et l'eau de javel industrielle. Chaque vendredi, sans faute, je m'asseyais à la table de la cuisine rayée et je comptais mes billets de $1 froissés et la monnaie de mon pot de pourboire. Mon père m'imposait de lui remettre exactement $150 chaque semaine. Il appelait cela contribuer au foyer. Il disait que cela forgeait mon caractère et m'enseignait la responsabilité financière. Je m'appelais cela un loyer. Je payais un loyer pour vivre dans ma propre chambre d'enfant alors que j'essayais encore de survivre au lycée. J'ai manqué les matchs de football du vendredi soir, les balles de l'école et le simple fait de traîner avec des amis parce que si je manquais un service, je manquais mon paiement. La punition pour avoir manqué un paiement était sans relâche, des culpabilisations étouffantes de ma mère sur mon égoïsme et mon ingratitude pour tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. 2 ans plus tard, mon jeune frère Félix a eu 18 ans. A-t-il trouvé un travail au restaurant? A-t-il dû donner son argent de poche ou contribuer au foyer? Absolument pas. Pour son 18e anniversaire, mes parents ont organisé une énorme fête avec traiteur dans notre jardin. J'étais à l'intérieur de la cuisine en train de laver les plats de service parce qu'ils refusaient d'embaucher du personnel quand j'ai entendu le son qui résonne encore dans mon esprit aujourd'hui, c'était le rugissement agressif et rauque d'un moteur tout neuf. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé mon père tendre fièrement à Félix les clés brillantes d'une Porsche 911 bleu nuit rutilante. Ils ne lui ont pas demandé un seul centime pour l'assurance. Ils ne lui ont pas demandé de payer l'essence ou l'entretien. Ils l'ont serré dans leurs bras, ont pris des centaines de photos et lui ont dit qu'il était destiné à la grandeur.
Ils ont proclamé haut et fort qu'un futur cadre avait besoin d'une voiture de luxe correspondant à son immense ambition. Je me tenais à cette fenêtre de cuisine, sentant le produit vaisselle bon marché et l'épuisement pur, à regarder mon jeune frère faire rugir le moteur d'une voiture de sport de luxe pendant que je calculais mentalement si j'avais assez d'argent de pourboire pour m'acheter une calculatrice graphique d'occasion pour mon cours de mathématiques avancées. C'était une trahison profonde et écrasante. Cela a fondamentalement altéré la façon dont je voyais mes parents. Mais avec le recul, depuis le siège du conducteur de ma propre vie très réussie, cette réalité dure et cruelle a été la plus grande éducation financière que j'ai jamais reçue. Cela m'a appris la valeur absolue d'$1. Cela m'a forcé à comprendre les budgets, les impôts et l'importance d'une épargne d'urgence. Plus important encore, cela m'a appris que l'amour de mes parents avait un prix énorme, et que c'était un prix que je ne pourrais jamais me permettre. Puis il y a eu tante Béatatrice. Chaque famille toxique en a une, la manipulatrice qui agit silencieusement dans l'ombre. Tante Béatatrice était la sœur aînée de ma mère, et elle était une figure régulière et inévitable lors de nos dîners de Thanksgiving. Elle me coincerait dans la cuisine pendant que j'étais occupé à découper la dinde, me tapoterait le bras avec ses mains froides et osseuses, et me chuchoterait son venin toxique directement à l'oreille. « Harrison, mon chéri, tu dois juste être la personne la plus raisonnable », roucoulait-elle. Ses yeux brillants d'une fausse sympathie calculée. Ton frère est très sensible. Tes parents veulent juste s'assurer qu'il est en sécurité dans ce monde dur. Surtout puisqu'ils n'ont jamais eu d'héritage convenable de notre grand-père. Tu es si fort, Harrison. Tu n'as pas besoin de leur aide comme lui. Garde simplement la tête basse et fais ce qu'ils demandent. La famille, c'est la famille après tout, et on n'en a qu'une. Pendant des années, je l'ai stupidement cru. J'ai intégré l'idée profondément erronée que ma force et mon indépendance étaient les raisons acceptables pour lesquelles j'étais négligé. Je pensais protéger ma famille fragile en absorbant leurs abus émotionnels constants. Mais tante Béatatrice n'était pas une faiseuse de paix. C'était une courtière en prêts hypothécaires professionnels, une professionnelle hautement non éthique et prédatrice, comme je le découvrirai plus tard au cours de mon enquête. C'était elle qui nourrissait constamment mes parents de l'illusion grandiose que Félix était un génie méconnu. Elle les a encouragés à engager leurs actifs pour financer son mode de vie extravagant, tout en percevant en secret d'énormes frais de recommandation et de grasses commissions sur leurs terribles décisions financières qui détruisaient leur vie. C'était une parasite lourdement déguisée en confidente aimante, se plaignant toujours du fardeau financier de son récent divorce tout en vidant joyeusement mes parents. Le déclencheur de la tempête ultime, le moment où les dominos ont commencé à tomber, s'est produit quelques jours seulement après ce désastreux dîner au restaurant. J'étais assis dans mon bureau sécurisé à la maison, un magnifique espace que j'avais acheté et payé avec mon propre salaire durement gagné, sans un seul centime d'un fonds universitaire ou de l'aide de ma famille. Je révisais certains de mes investissements immobiliers personnels lorsqu'une pensée logique et effrayante a traversé mon esprit analytique. Comment exactement mes parents payaient-ils le mariage incroyablement somptueux de Félix? Je connaissais le salaire exact de mon père. Je savais que ma mère n'avait pas travaillé un seul jour depuis 30 ans. Je savais qu'il se plaignait haut et fort du coût croissant des courses et des taxes foncières lors de la dernière réunion de copropriété du quartier. Pourtant, Félix se vantait haut et fort sur les réseaux sociaux d'un mariage qui semblait appartenir à un milliardaire de la tech, le lieu historique, le traiteur étoilé au Michelin, les fleurs exotiques importées. C'était facilement un événement massif à 6 chiffres. Les chiffres ne correspondaient simplement pas. Et dans mon domaine de travail, quand les chiffres ne correspondent pas, c'est que quelqu'un ment. Mes doigts ont survolé mon clavier mécanique. En raison de ma profession spécifique, j'ai un accès légal aux registres immobiliers publics, aux registres des actes et aux bases de données financières dont le citoyen moyen ne soupçonne même pas l'existence. J'ai tapé l'adresse du domicile de mes parents et j'ai appuyé sur Entrée. Ce que j'ai vu sur l'écran lumineux a glacé le sang dans mes veines. Je pensais savoir à quel point ils étaient irresponsables. Je me trompais si lourdement. L'écran lumineux éclairait la pièce sombre avec des faits bruts et indiscutables avec lesquels il était complètement impossible de contester. Ce n'était pas un compte d'épargne caché qui payait ce mariage. Ce n'était pas une rentrée d'argent soudaine ou un billet de loterie gagnant. C'était un massacre financier complet et total. Pour financer le dépôt massif et non remboursable de $150 000 pour l'événement extravagant et axé sur l'ego de Félix, mes parents avaient exécuté un refinancement désespéré avec sortie de trésorerie sur leur maison de banlieue entièrement payée. Ils avaient agressivement vidé 80% de la valeur nette qu'ils avaient mis 30 longues et exténuantes années à se constituer.
Chaque versement hypothécaire qu'ils avaient effectué pendant que je grandissais, chaque sacrifice. Effacé d'un trait de plume. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Le mariage devait coûter beaucoup plus cher que le dépôt initial. J'ai creusé plus profondément dans les déclarations fiscales publiques et les registres des privilèges fédéraux. Pour couvrir le reste des dépenses ridicules, ils avaient liquidé l'intégralité de leur compte de retraite 401K de manière anticipée. Ils ont subi la pénalité financière massive de 10% pour retrait anticipé. Ils ont subi le coût fiscal inévitable et dévastateur sur le revenu. Ils avaient littéralement mis le feu à tout leur avenir financier, leur filet de sécurité vitale et leur fonds d'urgence médicale juste pour que Félix ait l'air riche et important pendant un seul week-end. Je me suis adossé dans mon lourd fauteuil en cuir, ressentant une vague physique de nausée me soulever l'estomac. Pourquoi des adultes apparemment rationnels feraient-ils cela? C'est ce que j'appelle professionnellement le délire du joueur. Mes parents n'aimaient pas seulement Félix, ils étaient financièrement, psychologiquement et émotionnellement accros à la fausse histoire qu'ils avaient construite autour de lui. Ils avaient témérairement parié chaque centime de leur retraite, garantissant pratiquement un avenir de pauvreté noire, sur le fantasme absolu que Félix était un génie d'entreprise qui deviendrait milliardaire et prendrait soin d'eux dans leur vieillesse. Ils avaient besoin qu'il soit le fils modèle pour valider leur éducation. Si Félix réussissait brillamment, leurs dépenses imprudentes étaient en réalité un investissement brillant et visionnaire. Si Félix était une escroquerie, alors il n'était que deux personnes âgées et trop stupides qui s'étaient ruinées pour un voyage d'ego pitoyable. C'était exactement pour cela qu'ils me haïssaient avec une telle passion. J'étais complètement sans dette. J'avais une carrière très solide. J'étais financièrement stable et indépendant. J'étais le miroir vivant et respirant qui leur envoyait constamment leur propre stupidité profonde. Chaque fois que je réussissais, chaque fois que je payais une facture à temps, cela leur rappelait douloureusement qu'ils n'avaient pas besoin de risquer un procès massif ou la pauvreté totale pour être en sécurité. Ils devaient briser le miroir pour continuer à croire à leurs propres mensonges confortables. L'escalade a commencé exactement 3 semaines avant les dates de mariage en conflit. Cela a commencé par un SMS vibrant de Félix à 2 heures du matin. La lumière crue de l'écran a éclairé ma chambre sombre, réveillant Clara à côté de moi. J'ai besoin que tu te coordonnes avec le traiteur pour ma réception. Il pose des questions sur les options végétaliennes pour les cadres supérieurs. Gère ça avant midi demain. Envoie-moi la confirmation. Il n'y avait pas de s'il te plaît. Il n'y avait pas de bonjour. Il n'y avait absolument aucune reconnaissance du fait que j'étais son frère aîné. C'était un ordre direct et froid, comme si j'étais son assistant personnel payé avec un salaire de misère. J'ai fixé le message arrogant, j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre la table de nuit et je me suis rendormi. Je n'ai pas répondu. Je refusais de jouer le jeu plus longtemps. Le lendemain matin, alors que j'étais au milieu de la préparation d'un rapport d'audit financier extrêmement complexe pour un client majeur, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était ma mère. J'ai appuyé sur le bouton d'ignorance et je l'ai envoyé directement sur la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore, 17 fois en l'espace de 20 minutes d'angoisse. Enfin, sachant qu'elle n'arrêterait littéralement jamais avant d'avoir obtenu ce qu'elle voulait, je suis sorti dans le couloir calme de l'entreprise et j'ai répondu à l'appel. « Quelle est la grande urgence ?» ai-je demandé, en gardant une voix parfaitement calme et dépourvue de toute émotion. « Pourquoi ne réponds-tu pas à ton frère ?» s'est-elle écriée à travers le petit haut-parleur du téléphone, sa voix aiguë, frénétique et dégoulinante d'une indignation mal placée. « Il est stressé à mort, Harrison. Il a besoin que tu gères les contrats des prestataires tout de suite. Tu sais qu'il n'est pas bon avec les petits détails ennuyeux. Arrête d'être aussi incroyablement têtu. J'ai un travail exigeant à temps plein, maman, ai-je dit, en serrant fortement le téléphone, mes articulations devenant blanches. Et j'ai mon propre mariage à organiser. Tu te souviens, celui que tu m'as froidement dit d'annuler au restaurant. Ne sois pas égoïste, Harrison. Arrête de tout ramener à toi, a-t-elle répliqué, le venin familier dégoulinant de ses mots durs. Félix est l'héritier présomptif du groupe Harrington. Ce mariage est un événement de réseautage massif et critique pour sa future carrière. Le tien est juste une petite cérémonie basique dans une salle bon marché. Tu dois prioriser la famille et faire ce qui est juste pour une fois. Je ne le fais pas, ai-je déclaré clairement, ma voix se durcissant comme de l'acier. Ne m'appelle plus jamais pour ça. J'ai raccroché le téléphone et j'ai complètement bloqué son numéro pour le reste de la journée de travail.
Mais les familles profondément toxiques ne respectent pas les limites personnelles. Elles considèrent les limites comme une insulte personnelle directe à leur autorité. À 16 h ce même après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu hors de l'État, c'était Sylvia, la coordinatrice de mariage extrêmement bien payée et incroyablement odieuse de Félix. « Écoute-moi très attentivement, Harrison », a dit Sylvia, sa voix dégoulinante d'une condescendance extrême et d'une autorité non méritée. « Ton frère est un homme très important et puissant. Je te suggère fortement de te mettre au pli, d'arrêter de faire ta crise de colère et de gérer les livraisons de fleurs comme on te l'a dit, ou je m'assurerai personnellement que ta famille te coupe complètement les vivres. Tu ne veux pas croiser le fer avec Félix en ce moment. Il a toutes les cartes en main. » J'ai réellement ri à haute voix dans le couloir vide. L'audace pure était sidérante. « Sylvia, laissez-moi être extrêmement clair, si vous rappelez sur mon numéro de téléphone personnel, je déposerai immédiatement une plainte à la police pour harcèlement et je m'assurerai personnellement qu'une poursuite judiciaire massive soit engagée contre votre agence d'organisation d'événements pour pratiques commerciales non éthiques. Ne me parlez plus jamais. » Je pensais que raccrocher au nez de l'arrogante coordinatrice enverrait enfin un message clair et incontestable. Je pensais que cela les forcerait à reculer et à réaliser que je n'étais plus sous leur contrôle. Mais j'avais largement sous-estimé le sentiment de supériorité terrifiant d'un fils modèle habitué à obtenir tout ce qu'il exige. Je pensais que le pire de la tempête était passé. Je me trompais si lourdement. Ce soir-là même, Clara et moi nous détendions dans notre appartement, passant silencieusement en revue notre propre menu de traiteur modeste sur le canapé lorsque quelqu'un a commencé à frapper violemment à notre porte d'entrée. Ce n'était pas un coup poli. C'était un martèlement agressif et exigeant qui faisait physiquement trembler le cadre de la porte. Je suis allé dans l'entrée et j'ai regardé par le judas de sécurité, c'était Félix, encadré de près par mes deux parents. Il ressemblait à une foule en colère arrivant pour percevoir agressivement une dette impayée. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, j'ai déverrouillé le lourd pen dormant et j'ai entrouvert la porte juste d'une fente pour voir ce qu'il voulait. Avant que je ne puisse prononcer un seul mot, Félix a poussé de tout son poids contre le bois lourd, forçant la porte à s'ouvrir grand et entrant agressivement dans mon salon privé sans l'ombre d'une invitation. Il portait un costume en soie importé sur mesure qui coûtait facilement plus cher qu'une voiture d'occasion fiable. Mes parents le suivaient de près comme des gardes du corps loyaux et obéissants prêts à défendre leur roi. « Nous devons parler de ton attitude horrible et inacceptable », a aboyé mon père, croisant agressivement les bras sur sa poitrine et me fixant avec un dédain pur. « Ton frère est sous une pression immense, Harrison. La moindre des choses que tu puisses faire est de l'aider à coordonner cet événement massif. Tu lui dois bien ça. » Je vous ai dit non, ai-je dit, maintenant ma position, gardant une voix calme mais incroyablement ferme. Je suis occupé par ma propre vie. Félix a laissé échapper un grand rire théâtral et moqueur. Il s'est avancé de manière nonchalante vers notre table à manger, a ramassé une belle photo encadrée de Clara et moi prise lors de nos fiançailles, et l'a inspectée avec un ricanement dégoûtant. Occupé à faire quoi exactement? À brasser des chiffres ennuyeux pour des sommes dérisoires? Soyons brutalement réalistes une seconde ici, Harrison, Clara retape des maisons délabrées bon marché pour gagner sa vie. Tu n'es qu'un comptable de bas étage glorifié. Aucun de vous deux ne comprend les enjeux élevés du vrai monde des affaires d'entreprise. Il a posé brutalement le cadre photo face contre la table en bois dur. Le verre ne s'est pas brisé, mais le son sec a résonné fort dans la pièce tendue et silencieuse. Je vais être officiellement nommé vice-président des ventes du groupe Harrington d'ici Noël, a annoncé haut et fort Félix, gonflant le torse, complètement ivre de sa propre arrogance toxique. Monsieur Harrington lui-même vient à mon mariage. Cet événement doit être absolument irréprochable. Si j'obtiens cette promotion massive, mon nouveau salaire et mes options d'achat d'actions suffiront à vous acheter et vous vendre, toi et ta pitoyable vie de comptable, 10 fois. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, étudiant son visage, l'arrogance purement aveuglante, la certitude absolue et inébranlable que le monde entier existait uniquement pour le servir et répondre à chacun de ses désirs. Tu penses vraiment que tu vas obtenir cette promotion, ai-je demandé doucement, laissant une pointe de curiosité sincère et dangereuse se glisser dans ma voix stable. C'est une affaire conclue, a raillé Félix, levant les yeux au ciel de manière dramatique. Harrington m'adore. J'apporte les gros comptes. Je suis le fils modèle de la division. C'est exactement pour cela que papa et maman ont mis l'argent pour ce mariage, c'est un investissement stratégique sur le cheval gagnant. Tu ne comprendrais pas la haute finance.
Ma mère a hoché la tête avec empressement, s'avançant pour défendre son précieux fils, exactement, Harrison. Nous investissons intelligemment dans notre avenir et tu dois monter à bord dès maintenant. Arrête d'être aussi intensément jaloux de la réussite de ton frère et commence à être utile pour une fois dans ta misérable vie. Tu ruines le patrimoine familial. Jaloux, ai-je répété doucement, goûtant le mot amer sur ma langue. Oui, follement jaloux, a crié Félix, pointant un doigt manucuré directement vers ma poitrine. Parce que c'est moi qui vais loin. C'est moi qui compte réellement dans cette famille, et tu n'es que le domestique. Alors commence à agir comme tel avant que je ne te ruine. Il m'a donné ce même sourire hautain et nauséabond qu'il utilisait depuis que nous étions enfants. Le sourire exact qu'il arborait lorsqu'il cassait mes jouets préférés et me faisait porter le chapeau avec succès, sachant que nos parents prendraient aveuglément son parti sans réfléchir à deux fois. J'ai regardé Clara. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine en marbre, son beau visage formant un masque de sang-froid glacial parfait. Elle m'a regardé et a fait un petit hochement de tête presque imperceptible. C'était le signal. Très bien, ai-je dit doucement, en regardant à nouveau Félix. Le mot m'a fait l'effet d'une cendre dans la bouche, mais c'était une retraite tactique hautement nécessaire. Je serai là. Bien, a grogné mon père, tapotant l'épaule de Félix avec une immense fierté. Tu vois, il avait juste besoin d'un rappel ferme de sa place dans cette hiérarchie familiale. Ils se sont retournés et sont sortis de mon appartement, se tapant haut dans la main dans le couloir comme s'ils venaient de gagner un match de championnat majeur. Ils pensaient vraiment, profondément avoir gagné. Ils pensaient m'avoir écrasé à nouveau dans une soumission totale, me ramenant au rôle de petit cheval de très docile que j'étais autrefois. J'ai fermé la lourde porte et j'ai verrouillé le pêne dormant en toute sécurité. Je me suis retourné et j'ai regardé Clara. Un sourire lent et incroyablement dangereux s'est étalé sur son visage. Il ne savait pas que Clara ne faisait pas seulement retaper des maisons bon marché, Clara était une investisseuse immobilière commerciale hautement performante et extrêmement privée qui gérait un portefeuille massif. En fait, pendant qu'il se tenait dans mon salon à insulter son intelligence, son avocat puissant venait de finaliser les longs papiers juridiques pour acheter officiellement le domaine Obsidian, le lieu de luxe exact où le mariage non remboursable de Félix avait lieu. Et il ne savait certainement pas la vérité sur mon travail. Comptable glorifié, m'avait appelé Félix avec tant de venin. Je suis allé d'un pas ferme vers mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable hautement sécurisé et chiffré, et je me suis connecté directement au portail privé du groupe Harrington. J'ai tapé mes identifiants avec une précision rapide, utilisateur H. Vance, niveau d'accréditation rouge. Titre, auditeur financier judiciaire externe principal. Statut, actif. Je n'étais pas comptable, j'étais le prédateur financier engagé directement par le PDG Harrington et le conseil d'administration d'élite pour trouver la fuite d'argent massive dans leur division des ventes. J'étais la personne exacte dont Félix avait peur, sauf qu'il n'avait absolument aucune idée que c'était moi qui tenais la loupe et suivais chacun de ses mouvements. Le lendemain matin même, je me suis rendu au centre-ville à la tour du groupe Harrington, un monolithe massif et intimidant de verre sombre et d'acier qui dominait la ligne d'horizon de la ville. Pour ma famille, ce bâtiment était un temple sacré. Pour Félix, c'était le royaume dont il allait hériter. Pour moi, c'était simplement une scène de crime active qui attendait d'être traitée. Je suis entré dans le vaste hall en marbre. Marcus, le chef de la sécurité de l'entreprise, un homme imposant et pragmatique, m'a vu approcher. Il a immédiatement redressé sa posture et a hoché la tête avec un profond respect. « Bonjour, monsieur Vance. La salle de conseil B est complètement sécurisée et déverrouillée pour vous. Personne ne vous dérangera. » Merci, Marcus, ai-je répondu en passant ma carte d'accès rouge. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 38e étage, je me suis enfermé dans la salle de conférence sécurisée et j'ai extrait les grands livres numériques massifs de toute la division des ventes. J'ai concentré mon attention entièrement sur les comptes spécifiques gérés par le soi-disant meilleur élément, Félix. Je n'ai pas cherché de simples erreurs de calcul, les erreurs de calcul sont des fautes innocentes. J'ai cherché des schémas, parce que les schémas racontent une histoire incontestable d'intentions malveillantes. Il m'a fallu moins de 45 minutes pour trouver le fantôme dans la machine. Les chiffres de vente de Félix étaient spectaculaires, beaucoup trop spectaculaires pour être réels. Il affichait constamment une croissance de 30% dans un marché économique totalement stagnant. J'ai extrait ses 3 principaux nouveaux clients d'entreprise, Apex Global Solutions, Vertex Media et Nordstar Consulting.
J'ai effectué un croisement détaillé avec la base de données fédérale des entreprises et le registre du secrétaire d'État. Apex Global avait été légalement dissoute il y a 3 ans. L'adresse d'entreprise enregistrée de Vertex Media était une boîte aux lettres bon marché dans un magasin UPS situé à côté d'un Walmart dans un centre commercial de banlieue au Nevada. Nordstar Consulting n'existait légalement nulle part sur la planète. Mon frère n'était pas un génie des ventes, c'était une escroquerie complète. Il créait des fausses factures très sophistiquées pour gonfler artificiellement ses objectifs de vente, se déclenchant à lui-même d'énormes primes de performance d'entreprise non méritées. Mais pour que les fausses factures semblent réellement payées, l'argent devait venir de quelque part dans l'entreprise. J'ai suivi méticuleusement le flux de trésorerie complexe, il détournait l'énorme budget marketing de l'entreprise, l'argent destiné aux campagnes publicitaires et aux dîners d'affaires coûteux vers des paiements directs aux fournisseurs de ces fausses sociétés écrans. Et puis j'ai trouvé la preuve irréfutable ultime, le numéro de routage spécifique pour Vertex Media. Je l'ai tracé directement à travers le système bancaire, il menait droit à un compte PayPal personnel. Le nom officiellement enregistré sur le compte, Félix. Il virait impudemment les fonds de l'entreprise directement dans sa propre poche pour financer son mode de vie de luxe. Le montant total détourné au cours des 3 dernières années s'élevait à un peu plus de 400 000 $. Je suis resté complètement seul dans cette salle de conseil froide et silencieuse, à fixer l'écran lumineux. Mon propre frère était un criminel fédéral risquant des années dans un pénitencier. Mais j'avais besoin d'une preuve solide de plus pour sceller son sort. J'ai creusé profondément dans ses archives de mails d'entreprise, en contournant ses dossiers supprimés. Et là, stocké en toute sécurité sur le serveur, se trouvait un brouillon de mail adressé à Grégory, mon ancien meilleur ami, dont je me rendais compte maintenant qu'il était inscrit comme l'agent enregistré aidant Félix à blanchir l'argent par l'intermédiaire de Vertex Media. Je pensais savoir exactement jusqu'où allait la trahison toxique. Je me trompais si lourdement. Je suis resté complètement seul dans cette salle de conseil froide et silencieuse au 38e étage à fixer le moniteur lumineux. La lourde table en acajou sous mes mains ressemblait à de la glace. Je pensais savoir exactement jusqu'où allait la trahison toxique. Je pensais avoir atteint le fond absolu de la faillite morale de ma famille. Je me trompais si lourdement. Voir le nom de Grégory sur ce brouillon de mail d'entreprise a été comme recevoir un coup de poing physique et violent dans l'estomac. Grégory n'était pas seulement un nom sur une page, c'était un gars que je connaissais depuis notre première année d'université. Nous avions joué au baseball ensemble. Nous avions partagé des pizzas tard le soir et étudié pour nos examens finaux dans les mêmes box de bibliothèque étroits. Des années plus tard, lorsqu'il traversait un divorce amer et destructeur, j'étais celui qu'il avait soutenu lorsque son ex-femme menaçait de tout lui prendre et qu'il faisait face à une bataille de garde brutale pour sa jeune fille. C'est moi qui lui avais prêté silencieusement 10 000 $ de mes propres économies pour qu'il puisse s'offrir un bon avocat. C'est moi qui l'avais laissé dormir sur le canapé de mon salon pendant 2 mois entiers pendant qu'il essayait de se reconstruire. Maintenant, en fixant les serveurs sécurisés du groupe Harrington, je regardais la preuve irréfutable que ce même homme agissait en tant qu'agent enregistré pour une fausse société écran, aidant activement mon frère à blanchir des centaines de milliers de dollars de fonds d'entreprise volés. Le brouillon de mail étalait toute leur conspiration criminelle en un texte clair et arrogant. Félix se vantait impudemment auprès de Grégory de la facilité incroyable avec laquelle il volait le PDG Harrington. Il qualifiait le businessman légendaire de vieux fou sénile complètement déconnecté de la comptabilité moderne. Félix se vantait de la façon dont sa promotion très attendue au poste de vice-président des ventes lui donnerait les accès administratifs nécessaires pour supprimer définitivement les sauvegardes du serveur et enterrer la traçabilité des papiers pour toujours. Mais la partie la plus nauséabonde et la plus révoltante de l'email était la façon dont Félix parlait de nos propres parents. Je me suis rapproché du moniteur, mes yeux balayant le texte noir et dur sur le fond blanc lumineux. Il a écrit, et je cite textuellement, « Les parents viennent d'hypothéquer la maison et de vider toute leur retraite pour le mariage. J'ai donc mon alibi parfait et mon filet de sécurité financier. Ils sont tellement pitoyables et désespérés que je sois le riche fils modèle du quartier qu'ils vendraient littéralement leurs propres organes sur le marché noir si je le leur demandais. Sors l'imprimante à billets ici, Greg, ces boomers financent la couverture. » Il riait d'eux. Il se moquait activement et cruellement des personnes même qui avaient sacrifié toute mon enfance, négligé leur fils aîné et détruit leur propre avenir financier juste pour l'adorer. Ils avaient littéralement troqué leurs belles années contre un siège au premier rang de son cirque, et il ne les voyait que comme des clowns crédules. Un calme terrifiant et absolument envahi.
ce n'était pas l'éclair chaud et aveuglant d'une colère soudaine, c'était le genre de calme profond et glacial qui ne vient que lorsque vous détachez complètement vos émotions d'une situation et traitez la destruction de vos ennemis purement comme une opération tactique calculée. J'ai déplacé ma souris et j'ai appuyé sur la commande d'impression. Dans le coin le plus éloigné de la vaste salle de conseil, la lourde imprimante laser industrielle s'est mise en route. Elle a commencé à recracher page après page de preuves accablantes et indiscutables. J'ai imprimé les fausses factures d'entreprise. J'ai imprimé les journaux de connexion IP interne montrant Félix accédant au système à des heures étranges. J'ai imprimé les relevés bancaires correspondants, les reçus de virements PayPal et enfin l'email adressé à Grégory. C'était une pile de papiers épaisse et lourde. Quand je les ramassais, les feuilles étaient encore chaudes au toucher à cause du toner laser. J'ai organisé les documents méticuleusement, tapant fermement les bords sur la table en acajou pour les aligner parfaitement. J'ai placé toute la pile dans une enveloppe épaisse, couleur crème, fortement texturée, que j'avais apportée dans ma mallette. Sur le devant de l'enveloppe, en utilisant un stylo plume de haute qualité, j'ai écrit 2 mots dans une écriture cursive élégante et fluide, cadeau de mariage. Avançons rapidement jusqu'au matin du mariage, notre jour de mariage double, le jour que ma famille supposait marquer mon humiliation ultime. Je me suis réveillé dans notre appartement, la lumière du soleil matinal traversant chaleureusement les hautes fenêtres. Il n'y avait pas de chaos. Il n'y avait pas de cris concernant des compositions florales en retard, des robes de demoiselles d'honneur assorties ou des désastres de traiteurs. Clara était déjà réveillée, assise confortablement à l'îlot de cuisine en marbre, buvant une tasse de café fraîchement pressée et paraissant absolument radieuse dans un simple peignoir en soie. Nous avons pris un petit déjeuner calme et paisible ensemble. Nous savions exactement ce que la journée réservait. Nous connaissions la charge explosive que nous avions plantée, et nous attendions simplement que le minuteur atteigne 0. À 8 heures précises ce matin-là, le téléphone de Clara a sonné. C'était son avocat principal en immobilier commercial. L'appel a duré moins de 5 minutes. Lorsqu'elle a raccroché, elle m'a regardé et a souri, un sourire qui aurait pu couper du verre. L'avocat venait de déposer avec succès l'acte final entièrement exécuté et les documents de propriété pour le domaine Obsidian auprès du greffier du comté. Le virement bancaire massif avait libéré le compte séquestre. Elle possédait désormais la propriété immobilière commerciale massive de plusieurs millions de dollars, de manière absolument libre et quitte. C'était à elle. Pendant que Félix perdait sans aucun doute la tête à l'autre bout de la ville, hurlant probablement sur sa coordinatrice de mariage terrifiée, Sylvia, concernant l'emplacement exact des sculptures de glace importées et exigeant que ses garçons d'honneur s'inclinent devant chacun de ses caprices. Clara et moi nous habillions calmement. J'ai mis mon smoking sur mesure bleu nuit, ajustant le col blanc impeccablement repassé et les boutons de manchette en argent que Clara m'avait offert. Clara a glissé dans une robe en soie élégante et a coupé le souffle qui drapait parfaitement sa silhouette, la faisant ressembler moins à une mariée qu'à une famille royale en visite. Nous ne ressemblions pas aux domestiques. Nous ne ressemblions pas aux perdants pitoyables et insignifiants que ma famille toxique voulait désespérément que nous soyons. Nous ressemblions aux personnes qui possédaient réellement le bâtiment, ce qui, depuis ce matin-là, était un fait légalement contraignant. Nous sommes arrivés au domaine Obsidian 1 heure entière avant que mes parents et Félix ne soient censés faire leur grande entrée non invitée. Le domaine était à couper le souffle en personne. Les pelouses s'étendant à perte de vue étaient parfaitement entretenues, menant à une façade en pierre massive qui respirait la richesse générationnelle. Teresa, la gérante du lieu, hautement expérimentée et impeccablement vêtue, nous a accueillis aux lourdes portes d'entrée en fer avec un grand sourire complice. Elle avait été minutieusement briefée par l'équipe juridique incisive de Clara la veille au soir. Elle savait exactement qui était le nouveau propriétaire de la propriété. Elle savait exactement ce que mon frère avait fait, et elle était plus que ravie d'aider à faciliter le piège que nous avions méticuleusement tendu. Nous avons ordonné au personnel du traiteur d'ouvrir les portes de la grande salle de bal, de verser le champagne millésimé dans les flûtes en cristal et de faire commencer le quatuor à cordes professionnel leur programme classique. Et puis, exactement comme je l'ai détaillé plus tôt, le piège s'est déclenché avec succès. Mes parents et Félix sont entrés dans le lieu, s'attendant totalement à entrer dans une salle communautaire bon marché, déprimante et vide pour pointer du doigt et rire de ma misère. Au lieu de cela, ils sont entrés dans le terrain de jeu privé d'un milliardaire. La panique pure, la confusion et la désorientation totale sur leur visage étaient un chef-d'œuvre digne d'un musée. Félix a immédiatement repéré Clara et moi, debout nonchalamment près de la imposante cheminée en marbre.
Il s'est avancé et a attrapé un verre de scotch incroyablement cher sur le plateau en argent d'un serveur qui passait, en a pris une énorme gorgée non raffinée pour calmer ses nerfs visiblement tremblants, et a marché agressivement à travers le sol en marbre poli vers nous. Ses parents le suivaient de près, leurs grands yeux balayant toujours frénétiquement la pièce, essayant désespérément de calculer comment un homme qu'ils considéraient comme un comptable glorifié pouvait possiblement s'offrir ce niveau de luxe sidérant. Eh bien, a ricané haut et fort Félix, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Il s'est penché, tentant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. Je pouvais sentir l'odeur forte et amère de l'alcool cher et de la sueur nerveuse et surémanant de son corps. Regarde qui a décidé de jouer à se déguiser pour la journée. Tu as loué ces tenues, Harrison? Ou tu les as volées à quelqu'un qui compte réellement dans ce monde? Nous les avons achetées, ai-je dit, ma voix étant incroyablement fraîche, stable et complètement dépourvue de la peur qu'il cherchait désespérément. Belle fête, Félix. Tu apprécies le lieu? Ce n'est pas une fête, Harrison, a corrigé nettement Félix, gonflant le torse et ajustant agressivement sa cravate en soie sur mesure. C'est un couronnement. Le PDG Harrington arrive d'une minute à l'autre. Il va annoncer ma promotion massive au poste de vice-président des ventes ce soir devant tout le monde dans cette pièce. Mon nouveau salaire fera passer les gains de toute ta vie pour de la petite monnaie. Et tu sais quelle est la meilleure partie absolue? Il a fait un grand geste de la main autour de la pièce, ses yeux étincelants d'un orgueil toxique. Maman et papa ont financé tout mon mode de vie pour m'amener ici. Ils savaient exactement qui était le vrai gagnant dans cette famille. Ils ont investi intelligemment dans mon avenir pendant que tu étais occupé à jouer à la dinette dans un appartement étriqué et pitoyable. Tu n'es rien comparé à ce que je suis sur le point de devenir. À proximité, ma mère et mon père rayonnaient d'une fierté nauséabonde en écoutant ces vantardises arrogantes. Ils se raccrochaient désespérément aux grandes illusions fabriquées selon laquelle Félix était l'héritier d'entreprise choisi par Harrington. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'il se tenait carrément sur une trappe massive et que ma main reposait fermement sur le levier. Tu penses vraiment que Harrington va te tendre les clés du royaume, ai-je demandé doucement, prenant une gorgée lente et délibérée de mon eau pétillante, sans jamais rompre le contact visuel. Je suis le fils modèle, a déclaré Félix, ses yeux grands ouverts d'une certitude délirante absolue. Sors l'imprimante à billets pour cette entreprise. Je suis entièrement intouchable. Alors que les mots arrogants quittaient sa bouche, un silence soudain et lourd s'est abattu sur la grande salle de bal. Le quatuor à cordes a arrêté de jouer brusquement. Les lourdes portes en chêne de l'entrée principale se sont ouvertes grand, et la foule d'invités bien vêtus s'est naturellement écartée comme la mer Rouge. Monsieur Harrington, le PDG légendaire et d'une efficacité impitoyable du groupe Harrington, est entré dans la pièce. C'était un homme grand et imposant à la fin de la soixantaine, avec des yeux gris perçants qui ne me manquaient absolument rien. Il n'avait pas l'air à la fête. Il n'avait pas l'air d'un homme arrivant pour célébrer un mariage ou annoncer une promotion joyeuse, il ressemblait à un exécuteur arrivant pour mener une prise de contrôle d'entreprise hostile. Le visage de Félix s'est instantanément éclairé d'une cupidité désespérée et d'une ambition aveugle. Il m'a bousculé, manquant de renverser son verre de scotch sur la robe de Clara, et s'est précipité frénétiquement en avant pour saluer le milliardaire. « Monsieur Harrington, monsieur » a pratiquement crié Félix, tendant sa main moite. Merci tellement d'être venu à mon événement. C'est un jour monumental pour l'excellence, le destin et l'avenir de notre grande entreprise. Monsieur Harrington s'est arrêté de marcher. Il a regardé la main tendue et tremblante de Félix pendant un long moment d'angoisse. Le silence dans la pièce était étouffant. Il ne l'a pas serré. Il a simplement regardé Félix avec une expression de dégoût pur et sans mélange, comme s'il regardait un cafard qui avait couru sur sa table à manger. L'exactitude compte dans les affaires, Félix, a dit doucement Harrington, sa voix portant un poids immense et terrifiant qui a résonné sur les plafonds voûtés. Harrington a contourné Félix entièrement, laissant mon frère debout là, figé, ses mains suspendues maladroitement dans l'air vide. Le PDG a marché directement vers la petite scène élevée à l'avant de la salle de bal, est monté et a tapoté le micro. Le larcène aigu a résonné dans la vaste pièce, commandant l'attention absolue et indivisible de chaque personne présente. Le silence dans la grande salle de bal était absolu et assourdissant. On pouvait entendre le léger froissement des robes en soie et la respiration courte des invités. Mes parents, qui rayonnaient d'une fierté sans égale quelques instants plus tôt, avaient soudainement l'air incroyablement nerveux, les sourires arrogants fondant de leur visage. Félix a lentement baissé sa main rejetée,
sa posture confiante faiblissant alors qu'une lueur de panique primaire sincère traversait ses yeux. Il a tourné maladroitement son corps pour regarder la scène, s'attendant désespérément à un discours élogieux sur ses chiffres de vente incroyables pour le sauver de l'embarras de la poignée de main ignorée. Monsieur Harrington a agrippé les bords du pupitre en bois avec de grandes mains capables. Il n'a pas souri. Il a regardé la foule de cadres, de membres de la famille et d'amis avec le calcul froid d'un homme sur le point de faire sauter une bombe. Mesdames et messieurs, a commencé Harrington, sa voix grave résonnant impeccablement à travers le système de sonorisation de pointe. Je suis un homme qui a construit un empire mondial sur 3 piliers fondamentaux, une confiance inébranlable, une transparence absolue et des mathématiques dures et impitoyables. Quand vous perdez ces 3 choses dans le monde des affaires, vous n'avez absolument rien. Vous construisez un château de cartes dans un ouragan. Récemment, j'ai découvert une fuite d'argent massive au sein de la division des ventes de ma propre entreprise. Quelqu'un gonflait artificiellement ces chiffres, falsifiait des documents légaux et vidait les fonds de l'entreprise. Un hoquet d'indignation collectif et audible a résonné dans la pièce somptueuse. Des murmures ont éclaté parmi les cadres du groupe Harrington présent. Félix est devenu complètement pâle. Sa peau a pris la couleur nauséabonde d'un vieux parchemin. Il a fait un pas en arrière hésitant et instable, ses yeux balayant frénétiquement les lourdes portes de sortie au fond de la pièce. Je n'ai pas fait venir les autorités fédérales immédiatement, a poursuivi Harrington, son regard perçant balayant lentement la foule jusqu'à se fixer sur Félix. Je voulais une preuve absolue et incontestable avant de détruire la vie d'un homme. J'ai donc engagé le meilleur auditeur financier judiciaire externe de l'État. Je lui ai donné un accès administratif rouge sans restriction pour traquer le parasite qui se cachait dans mon entreprise. Je lui ai dit de suivre l'argent peu importe où il menait, et il a fait son travail impeccablement. Harrington a tourné son regard intense directement vers l'endroit où je me tenais à côté de Clara près de la cheminée. Je voudrais corriger le registre d'entreprise ce soir devant vous tous, a annoncé Harrington. Veuillez accueillir sur scène l'homme qui a sauvé des millions de dollars à mon entreprise, mon auditeur financier judiciaire externe principal, Monsieur Harrison Vance. L'opérateur de poursuite professionnelle qui avait été minutieusement briefé par Teresa plus tôt dans l'après-midi a instantanément fait pivoter le faisceau lumineux blanc et aveuglant directement sur moi. Toute la pièce s'est physiquement retournée pour regarder. Le choc collectif émanant de ma famille était une force lourde et tangible dans l'air. La bouche de mon père s'est ouverte grand, son visage se vidant de toute couleur. Ma mère a agrippé le bord d'une autre table manche debout si fort que ses articulations sont devenues d'un blanc éclatant, l'utilisant pour se soutenir physiquement alors que ses genoux commençaient à se dérober sous sa robe en soie. J'ai tendu mon verre d'eau pétillante à Clara. Elle n'avait pas l'air surprise, elle m'a simplement offert un sourire fier, brillant et complice. J'ai fouillé dans la poche intérieure sur mesure de ma veste de smoking, j'ai sorti l'enveloppe épaisse couleur crème marquée cadeau de mariage, et j'ai traversé lentement le sol en marbre. J'ai grandi les marches de la scène, le son de mes chaussures en cuir résonnant dans la pièce silencieuse. Je me suis tenu à côté du PDG Harrington, regardant la mer de visage stupéfait, et j'ai enfin croisé le regard de mon frère tremblant et terrifié. 400 000 $, ai-je dit directement dans le micro, ma voix étant stable, calme et portant le poids lourd et incontestable d'une justice absolue. C'est le montant exact des fonds d'entreprise que Félix Vance a systématiquement détourné au cours des 3 dernières années pour financer frauduleusement son mode de vie de luxe. C'est un mensonge, s'est soudainement écrié ma mère depuis le fond de la pièce, sa voix se brisant dans une hystérie pure et frénétique. Elle a bousculé un serveur, pointant un doigt tremblant vers la scène. Harrison ment. Il est juste follement jaloux de son frère. Il a toujours été jaloux. C'est un menteur pitoyable et vindicatif. Monsieur Harrington s'est penché fermement vers le micro, son expression se durcissant comme du granit. Ce n'est pas un mensonge, Barbara. Ce sont des mathématiques, et les mathématiques ne se soucient pas de vos délires émotionnels ou de votre favoritisme flagrant. J'ai ouvert la lourde enveloppe, brisé le seau de cire que j'avais appliqué et sorti l'épaisseur de preuves imprimées. Félix a créé 3 entités d'entreprises complètement fausses pour blanchir l'argent volé, ai-je annoncé à la pièce morte de silence, en brandissant les documents pour que tout le monde les voie. Apex Global Solutions, Nordstar Consulting et Vertex Media. Il a méticuleusement falsifié des factures pour gonfler artificiellement ses commissions de vente et garantir ses primes. Il a ensuite viré l'énorme budget marketing de l'entreprise directement sur un compte PayPal personnel enregistré à son propre nom. J'ai les journaux de connexion IP. J'ai les numéros de routage bancaire.
J'ai les falsifications d'identifiants fiscaux d'entreprise. J'ai marqué une pause, laissant le poids des crimes financiers s'abattre sur la pièce avant de sortir la dernière feuille de papier. Et j'ai le brouillon de mail où Félix se vante ouvertement auprès de son complice de voler cette entreprise tout en se moquant simultanément de ses propres parents pour avoir hypothéqué leur maison familiale et vidé l'intégralité de leur fonds de retraite pour payer cette fête précise. J'ai jeté la lourde pile de papier depuis le bord de la Seine. Les documents se sont séparés dans l'air, s'éparpillant sur le sol en marbre poli comme une chute de neige soudaine et accablante. Les cadres se sont précipités pour les ramasser, lisant les fausses factures de leurs propres yeux. Félix était complètement figé de terreur, sa poitrine se soulevant rapidement alors qu'il cherchait son souffle. Le fils modèle arrogant et intouchable était mort, instantanément remplacé par un criminel terrifié et aux abois, réalisant que toute sa vie était terminée. Félix Vance, a annoncé froidement Harrington, sa voix dépourvue de toute miséricorde. Vous êtes officiellement licencié du groupe Harrington avec effet immédiat. Vos accès d'entreprise ont été révoqués. Vos comptes sont gelés et vous ne quitterez pas ce bâtiment librement. Comme sur commande, comme si cela avait été orchestré par un chef d'orchestre génial, les lourdes portes en chaîne au fond de la salle de bal se sont à nouveau ouvertes. 4 agents fédéraux, vêtus de costumes sombres et stricts et de coupe-vent de la marine avec le logo du FBI clairement imprimé en lettres jaunes grasses dans le dos, ont marché directement dans la pièce. Ils se déplaçaient avec une précision militaire. Félix a complètement craqué. La dure réalité de sa situation a brisé son esprit fragile et narcissique. Il a laissé échapper un cri féral et désespéré, a laissé tomber son verre de scotch en cristal sur le sol où il s'est brisé en 100 morceaux, et s'est soudainement précipité en avant. Il n'a pas couru vers les sorties, il a couru directement vers moi. Il voulait faire du mal à la personne qui avait enfin retiré son illusion et l'avait tenu pour responsable, mais il n'a même pas atteint les marches de la scène. Marcus, le chef de la sécurité de l'entreprise imposant et hautement entraîné qui avait accompagné Harrington, a intercepté Félix en pleine course. Marcus a plaqué mon frère sur le sol en marbre dur avec un bruit lourd et nauséabond qui a complètement coupé le souffle des poumons de Félix. Les agents fédéraux étaient sur lui une fraction de seconde plus tard, lui tordant violemment les bras derrière le dos, plaquant son visage contre le sol froid. Le clic métallique sec des menottes en acier se verrouillant a résonné fort dans la pièce silencieuse et horrifiée. Félix Vance, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique fédérale, vol qualifié et détournement de fonds d'entreprise, a récité fort l'agent principal, sa voix coupant la tension alors qu'il hissait violemment mon frère luttant et pleurant sur ses pieds. Vous avez le droit de garder le silence. De plus, nous ajouterons une accusation de tentative d'agression à votre dossier fédéral sur la base de ce qui vient de se passer ici. Félix sanglotait ouvertement maintenant. Son costume en soie sur mesure coûteux était froissé et couvert de poussière du sol. Sa dignité était complètement brisée. Il a regardé frénétiquement mes parents, leur hurlant de faire quelque chose, d'intervenir, d'engager un avocat puissant, de le sauver comme il le faisait toujours lorsqu'il cassait une fenêtre ou ratait un cours. Mais mes parents étaient entièrement paralysés par l'ampleur du désastre qui se déroulait sous leurs yeux. Ils ont regardé dans une incrédulité silencieuse et horrifiée leur fils modèle parfait, leur plan de retraite ultime, toute leur identité fabriquée, être traîné hors de la grande salle de bal dans de lourdes chaînes en fer, laissant une traînée de verre brisé derrière lui. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les lourdes portes en chaîne se sont refermées derrière les agents fédéraux, emmenant Félix vers une cellule de détention froide en béton. La grande salle de bal est restée parfaitement, inconfortablement silencieuse. Le quatuor à cordes était figé sur place, leurs archers reposant inutilement sur leurs instruments. Les invités fortunés murmuraient sur des tons feutrés et choqués, s'éloignant lentement de l'endroit où mes parents se tenaient. L'atmosphère ressemblait moins à une réception de mariage qu'à des funérailles pour un monarque déchu. Mon père, Richard, est enfin sorti de son état catatonique. Le choc s'est dissipé, instantanément remplacé par une rage aveugle et irrationnelle. Son visage a pris une teinte violette, profonde et furieuse. Il a réalisé en un moment dévastateur que son fils allait en prison fédérale, que sa précieuse position sociale dans la communauté était définitivement anéantie, et que son avenir financier était complètement,
irrévocablement ruiné. Mais au lieu de montrer une once de remords ou peut-être de s'excuser d'avoir encouragé un monstre, il est revenu à son comportement toxique et exigeant habituel, exigeant de l'argent pour régler le problème. Il a marché agressivement à travers la pièce vers Teresa, la gérante du lieu, qui se tenait calmement et professionnellement près du bar en acajou. Cet événement est officiellement terminé, a aboyé mon père, pointant un doigt tremblant et agressif directement vers son visage, ignorant complètement le fait qu'il faisait une scène devant des dizaines de cadres d'entreprise. Le mariage de mon fils est ruiné. C'est un désastre complet. J'exige un remboursement complet et immédiat du dépôt de 150 000 $ que nous avons payé pour ce lieu. Faites-moi un chèque certifié à la seconde même. Nous avons besoin de cet argent pour engager un avocat pénaliste de haut niveau pour Félix avant qu'il ne soit incarcéré. Teresa n'a pas fléchi. Elle ne s'est pas dégonflée. Elle a simplement offert un sourire d'entreprise poli, entraîné et glacial. Elle a fait un pas en arrière délibéré, créant une distance physique, et a fait un geste gracieux vers Clara, qui marchait calmement et de manière confiante à travers le vaste sol en marbre vers la confrontation. J'ai bien peur de ne pas pouvoir autoriser ce remboursement, Richard, a dit Clara, sa voix étant lisse, mélodique, mais résonnant d'une autorité absolue et incontestable. Ma mère, avec du mascara noir coulant sur son maquillage ruiné, s'est retournée et a fixé Clara avec une haine pure et sans mélange. Reste en dehors de ça, espèce de petite retapeuse de maison pitoyable et insignifiante. Tu as causé assez de dégâts aujourd'hui. C'est une affaire officielle entre nous et la direction. Nous voulons notre argent tout de suite. Clara s'est arrêtée à quelques mètres de mes parents. Elle se tenait incroyablement droite, rayonnant du genre de pouvoir calme, terrifiant et inébranlable qui ne vient que de la vraie propriété et de l'indépendance financière absolue. Elle a regardé ma mère non pas avec colère, mais avec une pitié profonde. Je suis la direction, Barbara, a déclaré clairement Clara, s'assurant que sa voix porte auprès des invités environnants. Pour être légalement précise, je suis la seule propriétaire de la société à responsabilité limitée qui a complètement acquis le domaine Obsidian à 8 heures ce matin. L'acte a été déposé. Le virement bancaire a été validé. Ce bâtiment, cette vaste propriété, le personnel sur lequel vous criez actuellement et chaque contrat associé à ce lieu m'appartiennent désormais entièrement. Mes parents se sont figés. Les mots les ont frappés comme un coup physique émoussé au thorax. Leur cerveau luttait visiblement pour comprendre la réalité de la situation. La femme qu'ils avaient répété d'insulter dans mon salon, la femme qu'ils avaient écartée avec arrogance comme une retapeuse de maison en difficulté de bas étage était en réalité un magnate de l'immobilier commercial impitoyable qui possédait littéralement le sol en marbre sur lequel il se tenait. Quant à votre dépôt massif, a poursuivi Clara, son ton passant de manière fluide de la conversation à une cadence juridique tranchante et sans compromis, je vous suggère fortement de revoir la page 12. Section 4 du contrat d'engagement que vous avez signé avec empressement lorsque vous avez réservé cet espace. Il énonce clairement les clauses strictes de conduite et de responsabilité. Je vais vous le résumer, toute activité illégale, fraude d'entreprise prouvée ou violence physique se produisant sur les lieux par la partie haute annule immédiatement tous les remboursements potentiels et confisque légalement l'intégralité du dépôt pour couvrir les dommages réputationnels potentiels, les interventions de sécurité et les pertes de revenus. Clara a fait un pas de plus, regardant directement dans les yeux grands ouverts et paniqués de mon père. Votre fils vient de commettre une fraude fédérale pour payer cet événement extravagant, a été arrêté par le FBI dans ma salle de bal et a ensuite activement tenté d'agresser mon fiancé devant 50 témoins. Cet argent est légalement confisqué. Il est perdu, Richard. Et si vous tentez de déposer une plainte frivole contre ma société pour le récupérer, mon équipe juridique s'assurera personnellement que vous payiez chaque centime de nos frais d'avocat, faisant traîner cela jusqu'à ce que vous viviez dans la rue. La réalisation écrasante et absolue a enfin frappé mes parents, ce fut un effondrement physique. Toute l'arrogance, tout le sentiment de supériorité cruelle qu'ils avaient exercé sur moi pendant 32 ans s'est évaporé en un instant. Mon père a trébuché en arrière, ses jambes se dérobant, et s'est effondré lourdement sur une chaise Chiavari dorée à la feuille, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes et âgées. Ma mère a laissé échapper un gémissement bas et agonisant de désespoir pur et non filtré, réalisant que son pari massif de toute une vie avait complètement échoué. Ils avaient sacrifié leur fils aîné, ils avaient hypothéqué aveuglément la belle maison de banlieue qu'ils avaient mis 30 exténuantes années à payer, ils avaient volontairement vidé tout leur fonds de retraite 401K, absorbant des pénalités fiscales et des impôts massifs. Ils avaient aliéné quiconque se souciait sincèrement d'eux. Et pourquoi ?
pour un criminel menteur et arrogant qui se moquait ouvertement de leur stupidité dans des emails d'entreprise. Ils n'avaient absolument plus rien, pas de fils modèle à pavaner, pas de maison où vivre, pas d'économie sur lesquelles se replier, et aucune dignité pour les protéger du jugement de leur père. J'ai descendu lentement les marches de la Seine, laissant Harrington derrière moi, et je me suis tenu fermement à côté de Clara. J'ai regardé les deux personnes qui m'avaient mis au monde, les personnes qui m'avaient traité NHMT distributeur automatique sur pattes et un sac de frappe émotionnelle depuis mes 16 ans. J'ai cherché dans mon cœur, m'attendant à ressentir de la colère ou peut-être un sentiment lingering de tristesse pour leur état pitoyable. Je n'ai ressenti ni l'un ni l'autre, j'ai simplement ressenti un sentiment envahissant de vide profond suivi d'une vague de finalité libératrice incroyable. Vous vous êtes assis à la table d'un restaurant et m'avez dit que je devais être utile, ai-je dit doucement, en regardant ma mère qui sanglotait, m'assurant qu'elle entendait chaque mot. J'espère que cette audit judiciaire vous a été utile. Ayez une bonne vie. J'ai pris la main de Clara, j'ai tourné le dos à ma famille complètement ruinée et j'ai marché vers la sortie de la grande salle de bal. Nous les avons laissés assis seuls dans les ruines dévastatrices de l'empire toxique qu'ils avaient essayé de construire sur mon dos. Je n'ai jamais regardé en arrière. Avançons rapidement d'une année entière. Beaucoup de choses peuvent changer en 12 mois lorsque vous trouvez enfin le courage de couper l'ancrage toxique massif de votre vie et de vous autoriser à naviguer vers des eaux inconnues. Félix n'a pas eu l'avocat pénaliste de renom coûteux que mes parents voulaient désespérément engager pour lui simplement parce qu'ils n'avaient absolument plus d'argent pour payer une provision. Le puits était complètement sec. Au lieu de cela, on lui a attribué un défenseur public sévèrement surchargé de travail et épuisé qui a regardé la montagne de preuves judiciaires que j'avais fournies et lui a fortement conseillé d'accepter un accord de plaidé coupable strict. Félix, terrifié par un long procès, a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation fédéraux de fraude électronique, vol qualifié et évasion fiscale. Il est passé du port de costume en soie italienne sur mesure à une combinaison orange vif. Il purge actuellement une peine obligatoire de 3 ans dans un pénitencier fédéral, suivi de 5 ans de mise en liberté surveillée sous haute surveillance et d'une ordonnance judiciaire stricte de rembourser l'intégralité des 400 000 $ de restitution à l'entreprise. Grégory, mon ancien ami qui avait stupidement facilité la fausse société écran, a également écopé d'une peine de 2 ans pour conspiration en vue de commettre une fraude. En raison de sa condamnation pour crime, son ex-femme a facilement obtenu la garde permanente exclusive de leur fille. Il a tout perdu pour une part d'argent volée. Quant à mes parents, la réalité financière brutale qu'ils avaient tant essayé d'ignorer pendant des décennies les a enfin rattrapés. Sans leurs économies de retraite pour se replier et grever de nouveaux versements hypothécaires massifs qu'ils ne pouvaient absolument pas s'offrir sur le salaire stagnant de mon père, la banque a rapidement saisi leur maison de banlieue. Ils ont été forcés d'emballer leurs affaires dans des cartons de location et de déménager dans un appartement d'une pièce étriquée et déprimant en périphérie de la ville. L'héritage qu'ils avaient toujours secrètement espéré d'un parent éloigné ne s'est jamais matérialisé, les laissant complètement démunis. Et tante Béatatrice, la courtière en prêts hypothécaires prédatrice qui avait orchestré leur terrible prêt tout en jouant les faiseuses de paix sympathiques lors des dîners de Thanksgiving, j'ai transmis anonymement ces documents d'origine de prêt signés ainsi que des preuves détaillées de ces pratiques de prêt prédatrices et de ces schémas de pots de vin directement à la Commission de régulation financière de l'État. L'enquête a été rapide et impitoyable, elle a été immédiatement licenciée de sa firme de courtage lucrative, frappée d'amendes réglementaires massives et a vu sa licence de prêt définitivement révoquée. Elle ne pourra plus jamais travailler dans la finance. Lorsque la maison saisie de mes parents a finalement été mise aux enchères publiques du comté, Clara a assisté aux enchères en personne. Elle a utilisé le dépôt de mariage de 150 000 $ légalement confisqué comme apport en liquide et a acheté avec succès la propriété sous le nez de la banque. Mais nous n'y avons pas emménagé pour y vivre. Nous ne l'avons pas non plus revendu pour un profit rapide et facile. Clara et moi nous sommes associés étroitement avec une organisation à but non lucratif locale importante. Nous avons complètement vidé et rénové la maison, démolissant les murs de mon enfance oppressive. Nous l'avons transformée en un centre communautaire dynamique et un foyer d'accueil temporaire pour les adolescents en fuite et les jeunes adultes échappant à des familles financièrement et émotionnellement abusives. Nous proposons des cours gratuits et complets sur la gestion financière de base. Nous apprenons à ces jeunes vulnérables comment comprendre les scores de crédit, comment gérer des comptes bancaires, comment demander des bourses et comment construire lentement un fonds universitaire pour qu'ils n'aient plus jamais à être piégés par la manipulation financière de parents toxiques. Ils ont essayé de me faire me sentir petit, inutile et sans abri toute ma vie. Maintenant, je détiens légalement les lourdes clés en laiton de la maison dans laquelle j'ai grandi,
et ses portes sont enfin grand ouvertes aux personnes qui méritent réellement un endroit sûr et bienveillant pour dormir. Clara et moi nous sommes finalement mariés. Nous n'avons pas eu un événement massif à 6 chiffres axé sur l'ego au domaine obsidian, nous avons eu une petite cérémonie incroyablement intime sur une plage calme et isolée, debout pieds nus dans le sable, entourés seulement de 20 personnes qui nous aimaient et nous respectaient sincèrement. Il n'y a pas eu de drame familial, pas de coordinatrice hurlante et pas de manipulation émotionnelle. Il n'y a eu que de la paix, le son de l'océan et la promesse d'un avenir que nous avons construit entièrement selon nos propres termes. Guérir d'une famille toxique n'est pas comme se remettre d'un simple rhume, c'est un voyage massif de toute une vie. Cela exige de désapprendre des décennies de conditionnement. Pendant des années, j'ai porté le fardeau lourd et étouffant de penser que j'étais le problème central. Je pensais que si je travaillais juste un peu plus dur, si je payais juste plus de loyer à 16 ans, si je restais juste silencieux et absorbais leurs abus sans fin, ils finiraient par m'aimer comme ils aimaient Félix. Mais la leçon la plus dure et la plus vitale qui a changé ma vie et que j'ai jamais apprise est que vous ne pouvez pas acheter un amour sincère auprès de personnes qui considèrent votre existence entière strictement comme une transaction financière. La famille est censée être un havre de paix où vous recevez un amour et un soutien inconditionnel, pas un poste de péage où vous payez un loyer émotionnel et financier pour simplement exister en leur présence. Si quelqu'un exige constamment que vous vous mettiez le feu juste pour garder son fils modèle au chaud, vous devez trouver la force de vous éloigner. Vous devez les laisser geler dans l'hiver amer qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Ne laissez jamais personne vous convaincre que protéger votre propre santé mentale, votre paix et votre propre stabilité financière durement gagnée est un acte d'égoïsme. Établir des limites fermes et incassables est l'acte ultime de respect de soi. S'ils essaient de vous forcer à acheter leur acceptation, prenez cet argent, investissez-le massivement en vous-même et achetez votre liberté absolue à la place. Vous ne leur devez rien. Vous vous devez tout. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû couper les ponts et vous éloigner pour sauver votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.